Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 3 août 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bienvenue, Larry. Je n'avais pas le choix. Vous me menacez. Je ne dirai pas aux gens qu'il y a une menace. Mais d'accord. Au secours. Si je commence à cligner rapidement des yeux 3 fois, ça veut dire qu'il faut venir me sauver. D'accord, pardon, je mens. Bon, je suis désolé. Oui, Larry, vous avez l'air plus universitaire, je dirais. Enfin oui, avec les lunettes. Ces lunettes-là, oui. Oui, c'est exactement ce à quoi j'aspire. Être universitaire, vivre dans une tour d'ivoire, vous savez, débiter des absurdités. Oui. Peut-être que vous m'aviez sur une conférence ici, dans mon université. Oui, je sortirai une de mes pipes. Je serai là à tirer dessus, vous voyez, avec un air de Sherlock Holmes. Oui. Larry, je voudrais commencer par ce qui a été rapporté sur Al-Mayadeen, qui cite une source iranienne selon laquelle les États-Unis auraient fait une concession à l'Iran concernant la fermeture de la route sud dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a rejeté la dernière proposition, en insistant sur le fait que le détroit d'Ormuz ne rouvrira pas tant que la guerre ne sera pas terminée. Quelle est votre compréhension des messages en cours, peut-être des échanges entre les deux parties? Ils continuent à ne pas se comprendre. Alors laissez-moi simplement actualiser marinetraffic.com. Voyons ce qui s'y passe. Oui, là je peux compter deux navires, peut-être 3, qui sortent du détroit d'Ormuz. J'en vois un, 2 qui entrent. C'est sur marinetraffic.com. Je fais la même chose sur Vessel Finder. C'est toujours, voyons voir. Oui, là encore, ils affichent quelques navires. Certains ont leur AIS activé, mais ils ne sont pas vraiment pleinement identifiés. Il se passe davantage de choses. Mais enfin, rétablir un trafic normal dans le détroit d'Ormuz va être essentiel pour que l'économie mondiale recommence à fonctionner de façon à peu près normale. Mais même si les États-Unis et l'Iran parviennent à un accord aujourd'hui ou demain, ce n'est pas comme actionner un interrupteur et voir les lumières se rallumer d'un coup. Il faudra du temps. D'abord, pour évaluer les dégâts. Quels dommages ont été causés aux terminaux pétroliers au Koweït, à Bahreïn, en Arabie Saoudite, au Qatar et à Oman? Ou plutôt, pas à Oman, aux Émirats arabes unis. Quels dégâts ont été causés au terminal de gaz naturel liquéfié de Ras Laffan, au Qatar? Apparemment, ils sont assez graves et ce terminal ne pourra peut-être pas être remplacé avant 2 à 3 ans. Et qu'en est-il de la production d'urée et de soufre? Là encore, ce sont des sous-produits du pétrole à forte teneur en soufre. Il sera crucial de rétablir cette production et de la remettre en service. Je pense que c'est l'un des éléments qui pèsent sur Donald Trump en coulisses. Parce que vous savez, on continue de voir ces manipulations de marché. C'est tout à fait prévisible. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La bourse monte, les prix du pétrole baissent. Rien n'a changé, bon sang. Rien du tout. L'offre de pétrole n'est pas soudainement devenue plus abondante. En fait, la pénurie liée au manque de ce pétrole à forte teneur en soufre provenant du golfe Persique, qui sert à produire du diesel et du carburant aviation, cette pénurie persiste, elle s'aggrave, elle ne s'améliore pas. Donc ces manipulations de marché sont totalement déconnectées de la réalité. Alors je pense que c'est un facteur qui pèse en coulisses et qui pousse Trump à essayer de trouver une porte de sortie. Vous savez, l'autre réalité qu'il continue d'essayer de nier, c'est la grave pénurie de missiles guidés de précision, aussi bien pour la défense aérienne que pour les opérations offensives, dont les États-Unis ne disposent qu'en quantité limitée. Ils diront peut-être, prenons l'évaluation du CS-10 il y a une semaine ou deux,
selon laquelle les États-Unis ont encore 2000 Tomahawks. Les gens se disent, eh bien, c'est déjà pas mal. Pas vraiment. Parce que ces 2000 Tomahawks concernent l'ensemble du département de la Défense. Et si vous regardez le commandement du Pacifique ou le commandement européen, ils sont censés disposer d'un certain nombre de Tomahawks pour leurs propres opérations militaires et leur planification. Donc, disons-le simplement, divisez ces 2000 par 3. Tout à coup, vous vous retrouvez avec 750 Tomahawks par commandement. 2000 by 3, all of a sudden, you're at 750 tomahawks per unit. And then, well, that sounds like a lot until you realize. Eh bien, ça paraît beaucoup, jusqu'à ce qu'on se rende compte que le CENTCOM en a utilisé 850 pendant les 4 premières semaines des attaques en Iran. Alors disons qu'ils décident de se lancer de nouveau dans une opération de grande ampleur contre l'Iran. Ils épuiseraient complètement leur stock de missiles Tomahawk en 3 semaines. Donc voilà, les États-Unis doivent faire face à de vraies réalités logistiques qu'on ne peut pas simplement faire disparaître d'un coup de baguette magique. Nous savons que l'Iran est en train de conclure une sorte d'accord avec le gouvernement omanais, et cela a été rapporté par le ministère iranien des Affaires étrangères. Et lorsque le rapport que je viens de mentionner affirme que les États-Unis ont fait une concession à l'Iran concernant la fermeture de la route sud du détroit d'Ormuz, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Car aujourd'hui, il y a une nouvelle attaque iranienne contre un navire dans le détroit d'Ormuz, il y a seulement quelques heures. Non, je n'ai aucune idée de ce que ça signifie. Est-ce que ça veut dire que le détroit d'Ormuz est désormais ouvert au trafic commercial normal? Absolument pas. Donc vous savez, je pense qu'on va continuer à recevoir ces informations selon lesquelles les États-Unis seraient proches d'un accord. Non, ils ne sont pas proches d'un accord. Ça va et ça vient. La réalité, c'est que l'Iran a les cartes en main, et l'Iran est en ce moment dans une position très forte pour dicter, vous savez, la fin de cette guerre. Reste à voir si, à un moment donné, les États-Unis vont devoir céder parce qu'ils ne peuvent pas. Ce serait différent si l'on pouvait dire « D'accord, nous avons une solution militaire ». Eh bien non, nous n'avons pas de solution militaire, ou du moins pas une solution dont le coût soit acceptable pour les États-Unis. Ce serait extrêmement coûteux, tant en perte de navires, d'aéronefs et de personnel. Et puis, comme nous en avons parlé hier, je crois, brièvement, j'ai reçu une correction de la part d'une mère en colère. J'avais parlé de la pénurie de nourriture à laquelle sont confrontés les marins et les marines à bord de ces navires. J'ai donc maintenant les faits exacts. La mère qui m'a écrit, son fils est marin à bord de l'USS Tripoli. Elle a dit que même une partie de la viande livrée à bord était étiquetée comme impropre à la consommation humaine. Et, à en juger par ce que j'ai vu sur les photos, je ne pouvais pas du tout contester ça. Ça avait l'air infect. Bon Dieu. Quand vous avez un groupe de jeunes soldats, de marins, de marines, ils veulent manger. Un thème récurrent, c'est que les gens perdent beaucoup de poids parce qu'ils ne sont pas correctement nourris. Et oui, vous savez, s'il y a quelques gros salopards qui ont réussi à entrer dans l'armée, bon, pour eux, ça peut aller. On les force à perdre du poids contre leur gré. Mais pour d'autres, qui étaient en forme, vous savez, ils ne perdent pas seulement de la graisse, ils perdent aussi du muscle. Donc, continuez à maintenir ces troupes, ces forces militaires, déployées en première ligne et prêtes au combat, alors qu'elles ne sont pas correctement nourries. Il y a une défaillance totale de la logistique américaine et de l'approvisionnement de ces troupes. Ça va affecter le moral, ça va affecter leur état de préparation, et en réalité, ils dissimulent le problème. Exet dissimule le problème. Vous pouvez faire comme s'il n'existait pas, mais ça ne le fera pas disparaître.
can pretend it's not there, but that doesn't make it go away. Il me semble que Pete Hegseth et son équipe n'ont pas réussi à convaincre les forces américaines que c'est leur guerre, que c'est la guerre qu'elles doivent mener, qu'elles doivent gagner. Je parle sur le plan psychologique, parce qu'on voit Pete Hegseth à plusieurs reprises essayer de les convaincre. Vous devez être prêts, nous y allons, et nous allons les écraser. C'est notre objectif final. Cela va, vous savez, nous mettre dans une meilleure. Mais on ne voit pas cela venir des forces américaines. Le Gerald Ford, par exemple. Combien de fois a-t-on vu des problèmes, d'une manière ou d'une autre, surgir sur ce porte-avions? C'est quelque chose qui, vous savez, s'inscrit dans ce cycle. Dans le fait qu'ils n'ont pas réussi à convaincre les forces que c'était leur guerre, à mon avis. Eh bien, le problème, c'est que nous n'avons pas d'objectif clair, vous voyez. Et je vais résumer ça. Je vais le dire très simplement, du point de vue d'un instructeur au maniement des armes à feu. Quand vous apprenez à des gens à utiliser un pistolet pour se défendre, c'est vraiment contre-intuitif. Parce que d'un côté, vous leur apprenez à être prêts à tirer sur quelqu'un et à le tuer. Mais de l'autre, la leçon essentielle, c'est que c'est la toute dernière chose que vous voudriez avoir à faire. Vous retrouvez dans une situation où vous devez tuer quelqu'un. Vous ne voulez pas avoir à faire ça. Vous voulez l'éviter. Et nous voilà donc avec les États-Unis, avec cette force militaire. Que voulons-nous accomplir? Eh bien, nous avons dit que nous voulions dégrader les capacités militaires de l'Iran. Le problème, c'est que ces capacités militaires sont en grande partie enterrées dans des structures conçues pour survivre à une frappe nucléaire. Donc, nous ne pouvons pas vraiment les détruire. Si nous essayons de détruire des infrastructures en surface, vous savez, des centres électriques qui fournissent de l'électricité aux zones civiles, de l'eau, etc., l'Iran a juré, et il en a les moyens, de détruire des infrastructures comparables dans tout le Golfe, chez les Arabes du Golfe. Or, ces pays arabes du Golfe ne sont pas dans la même situation que l'Iran. L'Iran ne dépend pas d'usines de dessalement. L'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, si vous détruisez leur réseau électrique, leurs raffineries, leurs terminaux pétroliers, ils sont alors dévastés. Ils ne peuvent pas survivre économiquement sans ça. Donc vous savez, les États-Unis avaient initialement promis à ces pays, « Eh, soyez de notre côté, on vous couvre, on vous protégera. » Il s'avère qu'on ne peut pas les protéger. Et ces pays commencent maintenant à regarder autour d'eux et à se dire « Je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne relation. » Je veux dire, être dans cette relation avec les États-Unis, franchement, c'est problématique. What's your receipt les CNN, Larry Moja? Oui, un de mes amis, un officier du renseignement de l'armée à la retraite, me l'a envoyé ce matin. Il allait essayer de vérifier si c'était exact ou non, parce qu'il disait « Bon Dieu, c'est ridicule ». La demande vient d'un officier supérieur du commandement militaire américain qui mène la guerre du président Donald Trump contre l'Iran. Il dit qu'elle est arrivée par email. Il y est écrit « Nous avons besoin d'idées venant des gens, des forces, et nous cherchons des moyens nouveaux, créatifs et non conventionnels de faire pression sur l'Iran et de le punir. » Et il demande, vous savez, comment ils peuvent encore croire en cette direction militaire quand ils voient ce genre de demande venant d'eux? Eh bien, cela viendrait, paraît-il, de ce qu'on appelle le C2 ou le J2. Ça dépend de l'organisation. Mais le numéro 2 renvoie au renseignement. Il pourrait donc s'agir du chef de la section renseignement du CENTCOM,
le commandement central. Mais vous savez, si c'est vrai, eh bien nous sommes preneurs de toute idée. Y a-t-il autre chose que nous puissions faire? Vous avez raison. Bien sûr que j'ai raison. Bon sang, joyeux Noël. Vous croyez que je ne sais pas de quoi je parle? Oui, je veux dire, vous savez, c'est le Central Command. Il est basé à MacDill Air Force Base. Et vous savez, toute cette section, le bureau du renseignement, ils ont, je crois, un colonel qui dirige le J2. Ça pourrait être un général, une étoile. Mais leur travail, c'est de produire le meilleur renseignement possible. Et à partir de ce renseignement, d'identifier les faiblesses et les vulnérabilités de l'Iran. Et ce message, s'il est vrai, montre qu'ils n'en ont pas la moindre foutue idée. Là, ils s'accrochent à n'importe quoi. Je pense que la question cruciale, à ce stade, en regardant cet article, c'est la suivante. Que signifie cette attitude assez inhabituelle du commandement central américain dans cet email que CNN vient de publier? Que révèle-t-elle de l'état actuel de la planification militaire? Est-ce le signe d'un manque d'options viables ou d'un véritable effort pour encourager l'innovation à tous les niveaux de la hiérarchie? Je veux dire, c'est carrément pathétique. Quand on déclenche une guerre, il faut avoir une vision claire et solide du renseignement. À quoi fait-on face? Quelles sont les menaces? Comment l'Iran peut-il réagir? Il faut répondre à beaucoup de questions. Et dans ce cas, ils n'avaient apparemment pas ces réponses. Alors maintenant, ils essayent désespérément de comprendre ce qu'ils peuvent faire. Comment mettre la pression sur l'Iran? Et je reviens aux décisions que l'Iran a prises il y a 23 ans. Cela fait donc presque un quart de siècle. Ils ont regardé ce que faisaient les États-Unis lors de leur invasion de l'Irak et de leur attaque contre l'Irak. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas maintenir leurs forces à la surface. Ils deviennent alors vulnérables aux attaques. Il faut les déplacer sous terre. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont lancé cet effort massif pour créer toutes ces villes souterraines, ces zones de stockage souterraines, ces usines souterraines. Ils peuvent même, vous savez, je ne suis pas certain qu'avant le début de cette guerre, la section renseignement du commandement central ait réellement compris que l'Iran serait capable de lancer ses missiles depuis des installations souterraines. En fait, ils n'avaient pas besoin de faire sortir un lanceur mobile qui se déplacerait. Ils pouvaient réellement lancer depuis sous terre. Je sais qu'au début, durant les 2 premières semaines qui ont suivi l'attaque du 28 février, le commandement central a du small territoire qui disait d'officiellement healing. Je pense que ce n'est que plus tard qu'ils ont réalisé ou compris que ces lanceurs, ceux qu'ils détruisaient, étaient des leurres. C'étaient pas de vrais lanceurs. C'était des leurres. Et ces leurres étaient destinés à absorber les armes américaines, vous savez, à forcer les États-Unis à tirer dessus. Et là, on fait exploser quelque chose qui en réalité n'a aucune importance. Pendant ce temps, la véritable capacité était maintenue sous terre. Donc, quoi que fassent les États-Unis pour frapper des cibles, des lanceurs, et ainsi de suite en Iran, les Iraniens ont montré qu'ils s'en remettent très vite et qu'ils peuvent continuer à tirer. Et maintenant, les États-Unis n'ont pas les systèmes de défense aérienne en place capables de les vaincre. La CIA et la Defense Intelligence Agency estiment que les bombardements actuels ont peu de chances de modifier la position de l'Iran dans les négociations. C'est leur évaluation. C'est pourquoi elles demandent des idées nouvelles et innovantes sur la poursuite de la guerre. Je ne suis pas certain qu'ils aient une option viable pour poursuivre la guerre, Larry. Et dans le cas du détroit d'Ormuz, il semble que l'administration Trump en arrive, d'une certaine manière, au constat qu'il n'y a pas de solution militaire pour le détroit qui est aujourd'hui au cœur du conflit.
which is the core right now for the conflict. Yeah, Oui, oui, non, allez-y. go ahead. What else can Quelle autre solution peuvent-ils avoir, selon vous? in your opinion? Et ce n'est pas comme s'ils n'avaient rien essayé. Je dirais qu'ils ont I tout would essayé. say they have tried Que peuvent-ils faire d'autre? What else can they do? I don't know. Je ne sais pas. Enfin, qu'est-ce que vous considériez comme une solution? Ah. My solution Ma solution ne va pas plaire à Donald Trump. No, Yeah, it's walk away. Walk away. Exactly. Non, il faut s'en aller. It's not like S'en aller. sit there and say that there is Exactement. that there's a military C'est pas comme si on pouvait rester là et dire qu'il existe une solution militaire. Vous savez, je sais que beaucoup d'Américains n'aiment pas entendre ça. Ils diront « Oh, il doit bien y avoir quelque chose qu'on puisse encore faire. » Oui, essayons d'envoyer une force navale dans le détroit d'Ormuz. Utilisons les capacités offensives des destroyers pour tenter de neutraliser des cibles terrestres, des lanceurs du côté iranien. Mais ces navires seraient alors vulnérables aux frappes de torpilles, de drones sous-marins, de drones de surface, de drones aériens, ainsi que de missiles balistiques à courte portée et de missiles de croisière. Donc vous savez, ces navires subiraient inévitablement des dégâts. Il y aurait des pertes humaines. Donc vous savez, ce n'est pas une solution. That's not a solution. At this point, it'd be one thing if you could. À ce stade, ce serait une chose si l'on pouvait soutenir que les États-Unis doivent simplement essayer ceci, cela et ça pour amener l'Iran à se conformer. L'Iran ne va pas se conformer, d'accord? Donc l'Iran est en position de force. Et oui, il a des problèmes économiques, oui, il connaît certaines pénuries, etc. Mais je dirais que l'Iran est en réalité dans une position plus forte aujourd'hui qu'il y a un an. Et en plus, il a prouvé qu'il pouvait résister à toute la puissance des États-Unis. There is a very, I would say, Il y a, je dirais, une manœuvre très intelligente de la part de Donald Trump depuis le début de la guerre. saying that Il répète que la seule raison pour laquelle nous combattons l'Iran, c'est son programme nucléaire. Et que nous voulons, vous savez, mettre fin à ce programme nucléaire qui aboutit finalement à la fabrication de bombes nucléaires ou à ce genre de choses. Il le répète sans cesse. C'est sa porte de sortie en disant cela. Donc, ils n'auront pas de bombes nucléaires et nous partirons. Nous n'aurons aucun problème avec l'Iran. Est-ce que ce sera la porte de sortie qu'il recherche? En gros, à chaque fois, il affirme que l'Iran n'aura pas de bombes nucléaires. Et l'Iran le dit aussi. L'Iran n'a aucun problème à signer un accord disant que l'Iran ne veut pas de bombes nucléaires et n'en fabrique pas. Iran doesn't want nuclear bombs or doesn't produce nuclear bombs. Well, that used to be the case. I don't think that's necessarily Eh bien, the case anymore. c'était le cas auparavant. The public opinion polls Je ne pense pas que ce soit forcément encore le cas aujourd'hui. majority of Iranians believe Les sondages d'opinion réalisés montrent que désormais, une majorité d'Iraniens pensent que l'Iran devrait avoir l'arme nucléaire. Parce qu'ils se disent, vous savez quoi? Si nous avions eu l'arme nucléaire, nous n'aurions jamais été attaqués. Et je pense qu'en fait, c'est exact. Donc la meilleure solution, politiquement inacceptable pour Donald Trump, mais qui ferait chier les sionistes, serait d'accepter les exigences de l'Iran, contraindre Israël à retirer ses forces du sud du Liban, leur dire « faites-le, sinon nous vous coupons l'accès au carburant et nous mettons fin à notre soutien militaire ». Les États-Unis peuvent obliger Israël à le faire parce que nous avons désormais les moyens de pression. Je ne pense pas que Trump le fera, mais je dis simplement qu'il a le pouvoir de le faire. Accepter le fait que l'Iran va désormais exercer un contrôle sur le détroit d'Ormuz et qu'un protocole est en place pour permettre à tous les navires d'entrer et de sortir, sauf ceux qui se dirigent vers Israël. All shipping to come in and out except those headed to Israel. It is specifically targeted at boycotting Israel. Cela vise précisément à boycotter Israël. Les États-Unis doivent lever le blocus, lever les sanctions et dégeler les avoirs. Ce sont des exigences immuables de l'Iran. Et si les États-Unis les acceptent, alors je pense que l'Iran dira « D'accord, maintenant on va discuter et on va trouver un accord. Nous allons continuer à enrichir de l'uranium. Vous ne nous priverez pas de notre droit en tant que nation.
mais nous vous donnerons les garanties dont vous avez besoin. Nous ne produirons pas d'armes nucléaires. Voilà. Vous savez, je pense toujours que l'Iran est prêt à conclure ce genre d'accord. C'est là que Trump il fera face à des critiques pour avoir fait ces autres concessions à l'Iran. Mais au bout du compte, s'il sort et dit « Hey, vous savez, en gros, vous revenez au JCPOA dont il s'était retiré. » Et la seule raison pour laquelle il s'en est retiré, c'est que c'était celui de Barack Obama, pas le sien. C'est comme un chien qui aime sortir marquer son territoire, pisser sur ce buisson, pisser sur cet autre buisson. Alors il veut que ce soit seulement à lui et à lui seul. Les médias israéliens ont dit qu'ils avaient été, d'une certaine manière, surpris parce qu'ils se préparaient à la guerre et qu'elle leur est arrivée en même temps. Qu'est-ce qui est si difficile à comprendre pour moi, Larry? Pourquoi doivent-ils faire partie de la guerre, s'impliquer dans une guerre, alors qu'ils connaissent la fragilité de leur système de défense aérienne? S'ils s'impliquent, ils vont être frappés par des missiles iraniens. Et pourquoi ont-ils besoin de faire ça? Ou alors pensaient-ils qu'ils allaient lancer un nouveau cycle, que les États-Unis en particulier allaient combattre, tandis qu'eux resteraient en marge? Et qu'avec le temps, ils s'effaceraient de la guerre, pendant que les États-Unis continueraient la guerre. Oui, vous n'avez jamais eu affaire à des sionistes. Ce sont les gens les plus arrogants, les plus égocentriques que j'ai jamais rencontrés. Et vous savez, si vous pensez qu'un débat et des arguments normaux et rationnels peuvent l'emporter avec eux, oubliez ça, ça n'arrivera pas. C'est pour ça qu'ils ne s'assoient pas pour réfléchir à tout ça de manière rationnelle et objective. Tout cela est lié à leur propre fondamentalisme religieux et à leur conviction d'être véritablement le peuple élu de Dieu. Ils pensent que cette terre leur appartient, que Dieu la leur a donnée, que Dieu déteste tous les autres et qu'il n'aime qu'eux. Et on ne change pas ses convictions du jour au lendemain. Donald Trump, vous savez, je suppose, qu'il envisage toujours une invasion terrestre. C'est l'un des scénarios. Je ne sais pas vraiment ce qu'il pourrait faire d'autre, parce qu'il a déjà tout essayé. Le blocus du détroit, le blocus du golfe Persique, et les attaques, les frappes aériennes. La seule chose à laquelle il pense, à mon avis, qui n'a jamais été tentée auparavant, c'est l'invasion terrestre. Et cela entraînera d'énormes pertes. Il doit en tenir compte. Et la question serait, est-ce que cela va servir sa position, ainsi que la position israélienne aux États-Unis? Ou est-ce que cela va lui nuire? Quoi? Lancer une invasion terrestre? Oui. Oh, ce serait dévastateur pour lui. Enfin, bon Dieu, il est déjà réticent à l'idée de devoir se rendre à la base aérienne de Dover pour accueillir le retour des corps. Mais là, il ramènerait les corps par centaines s'ils essayaient de lancer une invasion terrestre ou n'importe quel type d'opération au sol. C'est simplement que les Américains, mes concitoyens, surestiment grossièrement nos capacités au sol. Nous avons des gens vraiment exceptionnels, surtout dans les forces d'opération spéciales, des personnes extrêmement talentueuses. Mais peu importe combien de satanées pompes, d'abdos ou de tractions vous pouvez faire, vous ne pouvez pas distancer une putain de balle. Et quand l'Iran est en mesure de vous écraser avec des drones, des tirs d'artillerie et des missiles balistiques à courte portée, et que vous êtes sur un territoire exposé comme l'île de Karg, l'île de Keshm, ou à Chabahar, sur la plage, comme je l'ai dit, peu importe votre excellente condition physique, ces armes aussi ont leur mot à dire. Pensez-vous que l'Arabie saoudite puisse changer, en quelque sorte, de posture dans ce conflit? Peut-elle devenir un véritable acteur ou, je ne sais pas, faire davantage?
Parce que jusqu'à présent, ce qu'on a vu du Pakistan et du Qatar, c'est qu'ils étaient très impliqués dans les négociations, dans les discussions entre les deux parties. Mais on ne voit pas un rôle aussi important de la part de l'Arabie saoudite. Est-ce que cela va changer pour elle? Ou est-elle en train de réévaluer sa stratégie? Reassessing their strategy? Well, yeah, we're getting mixed signals out of Saudi Arabia. Eh bien oui, les signaux qui viennent d'Arabie saoudite sont contradictoires. D'un côté, ils auraient lancé cette attaque contre l'aéroport de Sanaa il y a 2 ou 3 semaines, puis il y a eu la riposte des Houthis. Ensuite, une force terrestre soutenue par l'Arabie saoudite est entrée dans le nord du Yémen. Et maintenant, il y a des affrontements entre Ansar Allah et cette force soutenue par les Saoudiens. Puis il y a eu l'attaque des Saoudiens en Irak. Je crois qu'aujourd'hui est le dernier jour de l'Arbaïn. Donc, une fois cette journée terminée, l'Irak va riposter contre les Saoudiens. Ils ne vont pas attendre. Ils ont attendu la fin de l'Arbaïn. Alors vous savez, les Saoudiens doivent faire un choix. Soit ils veulent aggraver la situation et continuer à provoquer les groupes soutenus par l'Iran, soit ils veulent rétablir la paix dans la région pour pouvoir recommencer à fonctionner sur le plan économique. Larry, il y a eu des informations du gouvernement pakistanais. Il affirme qu'aucune date ni aucun lieu n'ont été fixés pour la reprise de pourparlers directs entre les États-Unis et l'Iran, malgré la déclaration du président Trump, selon laquelle les négociations commenceraient aujourd'hui. Et il me semble que le ministère iranien des Affaires étrangères a dit aujourd'hui qu'il ne se passait rien. Donald Trump, lui, soutient que des négociations ont lieu aujourd'hui, ou vont avoir lieu aujourd'hui. Alors, selon vous, sur quoi cela pourrait-il reposer? Quelle en serait la base, le fondement? Partons du principe que des négociations aient lieu à un moment donné. Quelle en serait la base? Quel en serait le fondement? What would be the basis for that, the foundation for that? Well, there is no foundation. Eh bien, il n'y a aucune base. Les États-Unis et les Iraniens ne se parlent donc pas directement. Ils discutent indirectement par l'intermédiaire du Qatar et du Pakistan. Et vous savez, la dernière information que j'ai eue du côté pakistanais, c'est qu'il y a cette impasse. Les États-Unis insistent sur le fait qu'un accord, s'il doit y avoir un accord, doit commencer par un accord sur la question nucléaire. Que l'Iran promette de ne jamais fabriquer d'armes nucléaires et qu'il contrôle l'enrichissement, etc. Et la position de l'Iran est exactement l'inverse. Ils disent « Non, nous ne parlerons de cela qu'après que vous aurez appliqué le protocole d'accord que vous avez signé. » Donc, premièrement, vous faites dégager Israël du sud du Liban. Deuxièmement, vous reconnaissez notre autorité sur le détroit d'Ormuz. Vous levez le blocus, vous levez les sanctions et vous débloquez les avoirs, d'accord? Faites ça, et on saura que vous êtes sérieux. On aura une base pour un accord. Ensuite, on pourra parler du nucléaire. Donc je ne vois pas du tout l'Iran céder là-dessus. C'est donc aux États-Unis de décider à quel point voulons-nous vraiment cet accord sur la question nucléaire. S'ils le veulent, ils vont devoir faire des concessions sur ces autres questions. Mais ils continuent de croire qu'ils vont utiliser ces autres questions comme levier contre l'Iran. Et franchement, ils ne réalisent pas que l'Iran s'en fout complètement. Vous pensez que dans ce scénario, l'Arabie saoudite parviendrait à conclure une forme d'accord avec le Yémen? Eh bien, ils le devraient. Vous savez, c'est ça le problème. Ils ne l'ont pas fait, mais ils devraient parvenir à un accord. Encore une fois, il faut prendre du recul et demander aux Saoudiens, quel est votre objectif? Si votre objectif est de soumettre et de vaincre les Houthis, vous ne pouvez pas y arriver. Vous n'avez pas la puissance militaire nécessaire. Bon sang, les États-Unis n'ont pas pu le faire, alors qu'à un moment donné, nous avions déployé 2 groupes aéronavals en mer Rouge.
Il faut donc reconnaître qu'il n'y a pas de voie militaire vers la victoire contre les Houthis. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ce que veulent les Saoudiens, c'est la liberté de navigation en mer Rouge, la possibilité pour leurs pétroliers d'entrer et de sortir sans être entravés. Vous savez, c'est tout à fait raisonnable. Alors allez négocier avec les Houthis et Ansar Allah et obtenez un accord. Parce qu'une fois cet accord conclu, la vie continue et vous avez une voie économique pour survivre. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. La situation dans le sud du Liban est tellement fragile, Larry, parce qu'ils attaquent, les Israéliens attaquent la forteresse d'Ali Taher, ainsi que d'autres zones du sud. Et ils détruisent tout simplement. Et Israel Katz, le ministre israélien de la Défense, a déclaré qu'il mettait réellement en œuvre ce qu'ils appellent le modèle Rafah dans le sud du Liban. Je ne vois pas comment Donald Trump va pouvoir forcer Israël à se retirer du Liban. Parce que depuis la signature de ce soi-disant protocole d'accord entre le Liban et Israël, cela va être plus difficile. Ils ont créé ce protocole d'accord pour placer Israël dans une meilleure position. Comment pourrait-il, d'une manière ou d'une autre, revenir là-dessus? Eh bien, les États-Unis coupent l'aide à Israël, point final. Ils en ont la capacité. Ils ne le feront simplement pas à ce stade. Mais Trump a là un levier qu'il peut utiliser. Vous savez, on est très curieux. Regardez cette rencontre qui vient d'avoir lieu entre Netanyahou et Trump. Netanyahou l'a décrite en gros, « Oh mon Dieu, c'est la meilleure réunion de tous les temps. Ça n'a jamais été aussi bien. Oh, c'est merveilleux. » Mais ensuite, regardez. Qui a accueilli Bibi Netanyahou à l'aéroport? Personne. Sa propre ambassade, son propre personnel. Il n'y a pas eu de déploiement américain du tapis rouge pour Bibi, n'est-ce pas? Après la réunion, il n'y a pas eu de conférence de presse conjointe, où Bibi peut se tenir aux côtés de Donald Trump et où il se passe de la pommade en se disant à quel point ils sont formidables. On n'a pas vu ça. Bibi n'arrêtait pas de sortir pour dire « Oh là là, c'était une réunion énorme. On a accompli tellement de choses. » Du côté de la Maison-Blanche, rien. Silence radio. Donc je pense qu'une grande partie de tout ça servait aussi la propre campagne politique de Bibi. Il essaye de survivre et de se maintenir à flot en Israël. Alors rentrer et dire « Oh oui, les Américains m'adorent, ils pensent que je suis le meilleur. » Est-ce que c'est une stratégie viable ou pas? Je ne sais pas. C'est simplement que les États-Unis ont le pouvoir de contraindre Israël. Jusqu'ici, Trump n'a pas voulu utiliser ce pouvoir. On verra si ça change. L'Iran passe à l'action sur le terrain, Larry. Et nous avons appris que la 23e brigade spéciale Takavar iranienne, qui est en quelque sorte l'unité des forces spéciales terrestres en Iran, a mené plus de 14 missions à l'intérieur du Kurdistan irakien pour les détruire au sol. C'est l'une des principales préoccupations. Comment voyez-vous la situation dans cette région avec les dernières initiatives visant, vous savez, à retirer les systèmes de défense aérienne du Kurdistan irakien? Est-ce que cela va placer ces groupes dans une situation fragile, donnant ainsi à l'Iran l'avantage pour traiter le problème à cette frontière et peut-être le résoudre à court terme ou sur le long terme? Oui, bon écoutez, retirer des systèmes de défense aérienne qui ne fonctionnent pas. D'accord, qu'est-ce que ça change? Ils ont retiré quelque chose qui ne marche pas. Et ça a eu quel résultat? Vous savez, ils restent vulnérables aux attaques. Les systèmes américains de défense aérienne, les Patriot et les THAAD, sont épuisés. Ils sont pratiquement épuisés aujourd'hui. Ils continuent d'essayer de faire comme s'ils en avaient encore, vous savez. Écoutez, à la fin de l'année 2025, le 30 décembre, donc il y a 6 mois, 7 mois maintenant, les États-Unis en avaient produit au total 4620 depuis 2015.
Et c'est une estimation parce qu'ils ont dit que de 2015 à 2020, sur 6 ans, ils en avaient produit entre 100 et 300. Donc j'ai retenu le maximum, 1800, soit 300 fois 6. Mais s'ils n'en avaient produit que 100 par an, ça ne fait que 600. Donc au lieu de 4620 missiles disponibles à la fin de 2025, retirez-en 1200. Il en reste alors 3420. Ce qui montre bien qu'il y a une pénurie très grave. Et en plus de ça, les systèmes de défense aérienne ne fonctionnent pas. Je crois que vous avez reçu Ted Postol récemment, et il a transmis le même message que lors de son intervention avec Danny Davis. Le taux d'interception de ces Patriots était inférieur à 10%. Alors d'accord, vous avez des missiles Patriot. Et alors, ils n'offrent pratiquement aucune protection. Vous feriez mieux de vous cacher dans un abri. Oui, il a dit quelque chose. Ce qui m'a surpris, c'est que ce missile, le missile Fatah que possède l'Iran, lorsqu'il touche le sol, atteint une vitesse d'environ 4 km par seconde. C'est énorme. Je pensais que ce serait, vous savez, quelque chose comme 2,4 ou 3 km. Mais c'est 4. C'est tellement dévastateur, parce qu'il a dit qu'il y a un nouvel élément. Quand il redescend, il va manœuvrer, et avant de toucher le sol, cela va accélérer le missile. L'ogive touche le sol. C'est pour ça que, selon l'évaluation du professeur Postol, ça change la donne. Ils n'ont aucune solution à cela. Aucun système de défense aérienne disponible aujourd'hui n'a une quelconque solution à ce qui se passe avec ces nouveaux missiles utilisés par l'Iran. Oui, non. Je veux dire, comme je l'ai dit, l'idée d'avoir une défense antiaérienne, c'est que si un missile arrive, vous lancez vos propres missiles pour l'abattre. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ils les lancent, ils partent bien, mais souvent ils retombent et frappent des structures au sol. Ils causent des dégâts à l'économie locale, et ainsi de suite. Permettez-moi de montrer cette nouvelle photo. Je ne sais pas si vous avez vu cet homme. Il est indiqué que cet homme, à gauche, a été arrêté et condamné pour avoir vendu illégalement des missiles à l'Iran sous l'administration Reagan, Larry. C'est Oliver L. North. C'est le colonel. Oh oui, le colonel North, je le connais. Oui, et le type à droite, il intervenait sur Fox News comme analyste militaire. Il pense que l'Iran ne devrait pas avoir de missiles. Et c'est le même type. Eh bien, peu importe qu'il pense que l'Iran ne devrait pas avoir de missiles. Enfin, bon Dieu, c'est comme dire qu'on aimerait que les Saoudiens n'aient pas de pétrole. Vous pouvez le souhaiter tant que vous voulez. Ils ont du pétrole, d'accord? Et vous pouvez souhaiter tout ce que vous voulez à propos de l'Iran. Ils ont des missiles. Donc c'est juste, vous savez, un commentaire stupide. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'ils semblent penser qu'ils peuvent, d'une manière ou d'une autre, démanteler, vous savez, le programme nucléaire iranien, le programme balistique iranien. Ce ne sont pas des choses matérielles qu'ils peuvent démanteler. C'est si difficile pour eux de le comprendre. Oui, enfin, Oli, c'est lui qui a négocié l'accord armes contre otages avec l'Iran. En fait, c'est cet accord qui a mis l'Irak en colère. Alors rappelez-vous, jusqu'en 1987, l'Irak travaillait étroitement avec la CIA. Et la CIA était le principal fournisseur des précurseurs chimiques envoyés à l'Irak, que l'Irak utilisait pour fabriquer des armes chimiques. La CIA a aussi participé à les aider à acquérir des armes biologiques. Puis, en 1987, quand Saddam a découvert qu'on le doublait, que la CIA vendait aussi ses armes à l'Iran, il s'est dit « mais c'est quoi ce bordel ?» Vous savez, l'Irak se considérait comme engagé dans une guerre existentielle contre l'Iran. Donc il a mis la CIA dehors, il a refusé de continuer à traiter avec elle, il ne lui faisait plus confiance.
Et à partir de là, il n'a plus voulu traiter qu'avec le colonel Pat Lang et le lieutenant-colonel Rick Francona. Ce sont eux deux qui ont remis en main propre des renseignements à l'état-major général irakien pendant les 2 dernières années de la guerre. Larry, did you see this tweet of Larry, Thomas Massie? vous avez vu ce tweet de Thomas Massie sur ce qui s'est passé en Espagne. Il disait que 2 semaines avant que des migrants venus du Maroc n'envahissent Ceuta, cette partie de l'Espagne, le Parti républicain, avait adopté un texte prévoyant 40 millions de dollars pour le Maroc. Et le document est là. Ensuite, Marjorie Taylor Greene est intervenue en disant que c'était un plan. Vous savez, les républicains ont versé 40 millions de vos dollars d'impôts au Maroc pour envahir l'Espagne. Oui, non. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez dit la même chose. Oui, non. C'était une opération de renseignement, financée, planifiée, et vous savez, elle a échoué, mais elle a réveillé les Espagnols. Maintenant, je veux dire, ça ouvre une toute autre question. Pourquoi diable l'Espagne s'accroche-t-elle à un territoire situé sur la côte nord de l'Afrique en le qualifiant de territoire espagnol? Ce n'est pas un territoire espagnol. Rentrez chez vous, laissez-le au Maroc. Mais vous savez, c'est un héritage colonial. What Colonel Jacquebeau today said. Ce qu'a dit aujourd'hui le colonel Jacquebeau, c'est que cette partie de l'Espagne ne fait pas partie de l'espace Schengen. Schengen, c'est cet accord régional entre tous ces pays européens qui permet de voyager sans difficulté ni contrôle particulier. Ceuta, cette partie de l'Espagne, ne fait pas partie de l'espace Schengen. Donc cela ne veut pas dire que si vous y arrivez, vous pourrez circuler librement dans toute l'Europe. Et ce qui était frappant, c'était la réaction de Meloni, en Italie, par exemple. Fermer les frontières, dire que ce sont des envahisseurs, qu'ils nous attaquent, qu'il faut tout fermer, alors que rien de tout cela ne se produisait. La panique qu'on voit n'a rien à voir avec la réalité de ce qui se passe. Écoutez, l'Europe s'est suicidée en échouant à mettre en place le moindre contrôle de l'immigration. Et je pense qu'en partie cela vient de leur culpabilité face aux abus coloniaux passés. Mais je me souviens, vous savez, qu'en 1996, j'ai fait, je crois, mon premier long séjour à Paris. J'y étais déjà allé avec le département d'État, mais pas de cette manière-là. En 1996, j'ai notamment fait une présentation à l'école polytechnique sur le terrorisme. J'ai parlé avec le juge Bruguière, qui était une figure majeure de la lutte antiterroriste. Ma femme m'accompagnait, elle s'est promenée dans Paris et elle est tout simplement tombée amoureuse de la ville. C'était une ville sûre, c'était une expérience formidable. Nous y sommes retournés environ 15 ans plus tard, donc oui, vers 2011. Et mon Dieu, quel changement radical, en pire. Donc les Nord-Africains étaient arrivés et avaient vraiment commencé à prendre le contrôle de certains quartiers de la ville. Et ces villes étaient des dépotoirs. Elles étaient sales. On ne se sentait pas en sécurité en marchant dans les rues. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Et vous retrouvez certaines des mêmes situations au Royaume-Uni et en Allemagne. Ils ont perdu, en quelque sorte, si vous voulez, le caractère européen de ces villes. Et c'est le nombre d'étrangers qui afflue. Le fait que des gens venus d'Afrique du Nord, de Turquie et d'autres endroits affluent dans ces pays venant du Pakistan, c'est simplement un rappel du dysfonctionnement de leur propre gouvernement dans ces pays. Vous savez, les gens préfèrent accepter le sacrifice et le risque de fuir vers un autre pays pour, vous savez, améliorer leur propre vie. Et je comprends ce motif. Mais nous assistons vraiment au déclin, à l'implosion de l'Europe. Et je ne pense pas que ce soit récupérable. Peut-être que ça l'est. Mais ce qui s'est passé à Ceuta l'autre jour,
était en quelque sorte un signe avant-coureur de ce qui peut se produire partout en Europe. Bon, Ceuta est plus facile à mobiliser. Vous avez tous les Marocains juste là, de l'autre côté d'une barrière artificielle. Et le fait qu'ils puissent traverser en masse comme ça, je vous garantis qu'ils ont été payés. On a donné de l'argent aux gens, une incitation financière pour faire ça. They were given money, a financial incentive to do this. Larry, voyez-vous la Russie intensifier son action en Ukraine, malgré le blocus d'Odessa? Well, that's what they've been doing. Eh bien, c'est ce qu'ils font. Je veux dire, tout ce qu'ils ont fait ces 4 dernières semaines, c'est une escalade. Vous savez, fermer les ports d'Odessa et de Nikolaïev, empêcher tout navire d'entrer ou de sortir, puis intensifier les attaques contre Kiev et toutes les installations militaires essentielles, tout en accélérant leurs offensives au sol. Vous savez, chaque jour, ils avancent de plus en plus vite. Merci beaucoup, Larry, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et à très bientôt. Bon, vous devez retourner à votre quartier général. Oui, de retour ce soir, et puis on sera de retour dans la véranda avec le cigare et le chapeau. Oui, Merci, merci mon ami. Prends soin de toi, au revoir. Bye. prends soin de toi.